La Citroën Ami, la mobilité urbaine du futur. Zéro émission, zéro complication, zéro compromis. C'est en tout cas ce que Citroën veut nous faire croire. Mais regardez-la vraiment. 45 km/h en pointe, 2 places, un coffre qui fait honte à un sac à dos et une carrosserie en plastique symétrique. La porte avant droite est littéralement la même pièce que la porte arrière gauche. On nous vend ça comme une révolution. Alors, je vais vous poser une question simple. Est-ce que c'est vraiment le summum de ce que l'on sait faire en 2026 ? Parce que quelqu'un, il y a 87 ans, avait pour la petite voiture une ambition autrement plus grande. Et les preuves sont restées enfouies dans un grenier pendant des décennies. L'imposture moderne. Ami, Twizy et la promesse creuse. Commençons par les faits parce que les faits sont accablants. La Citroën Ami, c'est un quadricycle léger, pas une voiture. Légalement, administrativement, techniquement, un quadricycle. Ce détail n'est pas anodin parce qu'il explique tout ce que vous ne trouverez pas à bord. Pas d'airbag, pas de vrai système de chauffage, une suspension si rigide qu'elle transforme chaque dodane en événement. La batterie, 5,5 kWh. Pour vous donner une référence, c'est moins que ce qu'une Tesla consomme pour parcourir 30 km sur autoroute. Autonomie annoncée, 75 km. Autonomie réelle en hiver, avec le chauffage poussé au maximum et la route mouillée, comptez plutôt 50. Vitesse maximale bridée à 45 km/h. Non pas pour des raisons de sécurité, mais parce que c'est la limite légale de la catégorie L7E. Et le prix, à partir de 8 000 € à l'achat, ou disponible en location. Formule que Citroën pousse activement parce qu'une voiture qu'on loue, c'est une voiture dont on ne possède jamais vraiment la batterie. Mais attendez un moment. On pourrait se dire que l'Ami est un cas particulier. Un produit de niche pour la ville. Regardons alors la Renault Twizy, le concurrent direct, arrivait avant lui sur le marché. Le Twizy, c'est la même catégorie légale, la même architecture en tandem, 2 places l'une derrière l'autre comme dans un avion de chasse, et un moteur électrique de 13 à 17 kW selon la version. Autonomie réelle, entre 60 et 80 km, et le détail qui tue, les vitres latérales ne sont pas incluses de série. Vous pouvez les acheter en option. En 2012, à la sortie du véhicule, Renault vendait un quadricycle sans vitres pour 9 000 €. Et la cerise sur le gâteau, la batterie était louée séparément. 100 € par mois minimum. Donc votre Twizy sans vitre vous coûtait en réalité 9 000 € à l'achat, plus 1 200 € par an juste pour avoir le droit de rouler. Voilà l'imposture. Ce ne sont pas des voitures low cost qui démocratisent la mobilité, ce sont des produits premium vendus sur la promesse du minimalisme, mais dont le minimalisme cache surtout des choix industriels dictés par les marges, pas par vos besoins. La réparabilité ? Quasi nulle. Les batteries de l'Ami ne sont pas conçues pour être remplacées par un mécanicien de quartier. Le coût d'un remplacement de batterie représente souvent plus de la moitié de la valeur du véhicule d'occasion. Autrement dit, quand la batterie lâche, la voiture est bonne pour la déchetterie. Et la capacité ? 2 places. Dans les 2 cas, 2 places en 2026, avec toute la technologie dont on dispose. En ouvrant le minimum vital comme une innovation, mais quelqu'un, il y a 87 ans, avait une ambition autrement plus grande pour la petite voiture. Un homme qui voulait 4 places, 50 kg de bagages et un châssis capable de traverser un champ labouré sans casser un œuf. Et cet homme n'avait ni lithium, ni algorithme, ni département marketing, il avait juste un crayon, un cahier des charges impossibles et la France rurale à motoriser. La fin technique. Poser les talons impossibles. Nous sommes en 1934. La France sort à peine de la Grande Dépression. Les routes nationales existent, mais les chemins vicinaux, ceux qui relient les villages entre eux, ceux que la paysannerie emprunte chaque jour, sont pour la plupart des pistes de terre défoncées, ravinées par la pluie, impraticables en hiver. L'automobile existe depuis 40 ans, mais elle reste un privilège. En France, à cette époque, moins d'un ménage sur 10 possède une voiture. Le vélo, les charrettes, les pieds, voilà les moyens de transport de la majorité des Français. C'est dans ce contexte que Pierre-Jules Boulanger, directeur général de Citroën depuis le rachat par Michelin en 1935, écrit ce qui va devenir l'un des cahiers des charges les plus fous de l'histoire automobile. Pas une note de service, pas un PowerPoint, une feuille, quelques lignes, et ces lignes sont un défi lancé à la physique. Le véhicule doit peser moins de 300 kg. Il doit transporter 4 personnes adultes, ou bien 2 personnes avec 50 kg de bagages. Il doit être capable de traverser un champ labouré sans casser un œuf, posé dans un panier sur la banquette arrière. Boulanger exigera que ce test soit réalisé pour de vrai, avec des vrais œufs, dans des vrais champs.
Il doit consommer moins de 3 litres au 100 km. Il doit être réparable par n'importe quel mécanicien de village avec des outils ordinaires. Et il doit coûter moins qu'une moto avec sidecar. Boulanger recrute 2 hommes. André Lefebvre, d'abord, un ingénieur aéronautique qui a travaillé chez Voisin, un homme qui pense légèreté et structure porteuse bien avant que ses concepts arrivent dans l'industrie automobile. Et Flaminio Bertoni, sculpteur et carrossier de génie, l'homme qui avait déjà signé la ligne de la traction avant. Ces deux-là vont travailler ensemble sur ce que Citroën appelle en interne la TPV, la toute petite voiture. Le projet débute en secret total. Boulanger est obsessionnel sur la confidentialité. Les prototypes ne sont pas construits à Paris, pas dans les usines du quai de Javel. Les essais se déroulent à la Ferté-Vidame, dans l'Eure-et-Loir, sur le domaine privé de Citroën, loin des espions industriels, loin de la presse, loin du monde. Dès 1939, une vingtaine de prototypes roulants existent. Les ingénieurs les testent sur route défoncée, dans des champs, sous la pluie. Les œufs survivent, le cahier des charges est tenu. Juillet 1939, la TPV devait être présentée au Salon de Paris en octobre. Les premières unités de pré-série étaient prêtes, et puis l'histoire a décidé d'intervenir. Les oubliettes de 1939, le grand déballage. Le 1er septembre 1939, l'Allemagne envahit la Pologne. 2 jours plus tard, la France déclare la guerre. Le Salon de Paris est annulé. La TPV ne sera jamais présentée. Et Boulanger, qui comprend immédiatement ce que l'occupation va signifier, prend une décision radicale. Les prototypes doivent disparaître. La logique est simple et brutale. Les Allemands réquisitionnent les usines françaises pour leur effort de guerre, et si la Wehrmacht met la main sur les prototypes TPV, les plans, les moules, les pièces, c'est toute la technologie Citroën qui part en Allemagne. Boulanger refuse. Il ordonne que les voitures soient cachées, pas entreposées dans une réserve quelconque, pas démontées et cataloguées, cachées. Physiquement dissimulés dans les dépendances et les greniers du domaine de la Ferté-Vidame, sous des bâches, derrière des cloisons de fortune, emmurés dans des recoins qu'on espère que personne n'ira fouiller. Pendant toute la durée de l'occupation, ces machines restent là, immobiles. Les mécaniques refroidissent, le duralium s'oxyde lentement. La poussière s'accumule sur les sièges. Dehors, la guerre fait son travail. Boulanger lui-même mourra en 1950, renversé par une voiture allemande, une Volkswagen, ironie cruelle, avant même de voir la 2 chevaux s'imposer comme la voiture du peuple qu'il avait imaginée. Et les prototypes TPV restent dans leur grenier, oubliés, pas seulement par le public, oubliés par Citroën elle-même. Ce sont des journalistes et des historiens passionnés qui vont, des décennies plus tard, commencer à entendre parler de ces fantômes mécaniques. Des rumeurs d'abord, des témoignages d'anciens ouvriers du domaine, des bribes de mémoire collective. 3 prototypes survivants seront finalement localisés et récupérés. 3 sur la vingtaine qui existaient en 1939. Les autres ont disparu. Réquisitionnés malgré tout, détruits, cannibalisés, perdus dans le chaos de l'après-guerre. Et quand on découvre ces 3 survivants, le choc est immédiat. Ils ne sont pas restaurés, ils sont dans leur état d'origine, avec les traces directes des essais de 1939 encore lisibles sur les carrosseries, de la boue séchée dans les passages de roues, des griffures sur les bas de caisse. Les champs labourés de Boulanger ont laissé leur marque. Les mécaniques sont bloquées par des décennies d'immobilité, mais structurellement intactes. Personne n'y a touché depuis que les bâches ont été posées. La silhouette est immédiatement reconnaissable, même pour quelqu'un qui ne connaît pas le modèle. Basse, ronde, dépouillée de tout ornement superflu. Une carrosserie qui semble avoir été dessinée par quelqu'un qui n'avait jamais entendu parler de chrome décoratif. Et au centre du capot avant, cette particularité qui fait de la TPV quelque chose d'unique dans l'histoire du design automobile français, un seul phare, un unique œil central, positionné en plein milieu. Les ingénieurs l'appelaient le Cyclope. Ce n'était pas un choix esthétique, c'était une décision d'ingénierie pure, pour réduire le câblage, le poids et le coût de l'optique. Mais l'effet visuel est saisissant. Cette voiture vous regarde, elle a une gueule, une personnalité, une présence que l'ami actuel, avec ses portes interchangeables et ses rondeurs de plastique moulé, n'aura jamais. Mais pour comprendre pourquoi ces 3 carcasses poussiéreuses valent mieux que n'importe quel quadricycle moderne, il faut aller plus loin que la carrosserie, il faut ouvrir le capot. L'ingénierie de survie, ce que cachait le grenier. Ouvrons ce capot, donc, et préparons-nous à être mal à l'aise. Sous le capot en duralium de la TPV, vous trouvez un moteur bicylindre à plat, refroidi par eau, d'une cylindrée de 375 cm3. 2 cylindres couchés horizontalement, face à face, comme dans un boxeur. Une architecture qu'on retrouve chez Porsche, chez Subaru, dans les motos BMW.
Pas dans une voiture du peuple de 1939. Lefebvre a choisi ce moteur parce que son centre de gravité très bas améliore la tenue de route parce qu'il vibre un peu, et parce qu'il se refroidit bien dans un comportement moteur qui n'est pas très généreux. Le refroidissement par eau, c'est important. Citroën abandonnera ce choix sur la 2 chevaux de série en 1948, passant à l'air pour réduire les coûts de production. La TPV originale était, sur ce point précis, techniquement supérieure à la voiture qui lui a succédé. Ce moteur développe 9 chevaux, c'est peu. Mais rapporté au poids du véhicule, c'est une autre histoire. Parce que la TPV ne pèse pas 300 kg comme l'exigeait le cahier des charges initial, elle pèse un peu moins de 400 kg dans sa version prototype, avec les raffinements qu'on a rajoutés au cours de développement, 400 kg. L'Ami actuelle, rappelons-le, affiche 425 kg sur la balance, pour 2 places. La TPV transporte 4 personnes adultes dans ce gabarit. Comment est-ce possible ? La réponse est dans les matériaux. Lefebvre et son équipe ont fait le choix que l'industrie automobile standard de l'époque ne faisait tout simplement pas. Les bas de suspension, d'abord, ils sont en magnésium. Le magnésium, c'est un métal qu'on utilise en aéronautique. Léger, résistant à la fatigue, stable dans le temps. Le glisser sous une petite voiture destinée aux paysans français, c'est un pari industriel qui aurait semblé absurde à n'importe quel directeur financier de l'époque. Boulanger s'en fichait. Il voulait le poids le plus bas possible, et le magnésium permettait d'atteindre cet objectif sans sacrifier la solidité structurelle. La carrosserie ensuite. Le duralium que vous voyez sur les prototypes survivants, c'est un alliage d'aluminium, plus léger que l'acier de carrosserie standard, suffisamment rigide pour encaisser les déformations sans se plier comme du papier. Là encore, un choix aéronautique transposé à l'automobile. Flaminio Bertoni ne sculptait pas seulement pour le plaisir des yeux. Chaque courbe de cette carrosserie est fonctionnelle. Elle améliore la rigidité des panneaux sans alourdir la structure. Elle évacue l'eau de pluie sans créer de zone de corrosion. Elle réduit la traînée aérodynamique à une époque où personne dans l'industrie automobile n'utilisait encore ce mot sérieusement. Mais ce qui distingue vraiment la TPV de tout ce qui se fait à l'époque, et de presque tout ce qui se fait aujourd'hui dans la catégorie, c'est la suspension. Lefebvre a conçu un système d'amortissement à bras oscillants, interconnecté entre l'avant et l'arrière. Ce que ça signifie concrètement, quand une roue avant rencontre un obstacle, l'information est transmise mécaniquement à la suspension arrière, qui se prépare à absorber le même choc une fraction de seconde plus tard. Le résultat, c'est un comportement de caisse qui ondule plutôt qu'il rebondit, qui absorbe les irrégularités du terrain au lieu de les renvoyer dans la colonne vertébrale du conducteur. C'est l'ancêtre direct de la suspension de la 2 chevaux qu'on admirera des décennies plus tard. Et c'est l'ancêtre, dans sa philosophie, de la célèbre suspension hydropneumatique de la DS. La vitesse de pointe, 60 km/h, 15 de plus que l'Ami actuelle, avec 4 places au lieu de 2. Un coffre utilisable, pas de bridage électronique, pas d'abonnement, pas d'application nécessaire pour déverrouiller les portes. Et le phare cyclope, ce fameux œil central unique, son câblage est réduit au minimum, son poids est négligeable, son remplacement est à la portée de n'importe qui avec un tournevis. C'est ça l'ingénierie de survie. Pas concevoir pour impressionner dans un salon, concevoir pour fonctionner partout, tout le temps, sans infrastructure de soutien. Sur le papier, c'est une voiture de 1939. Dans les faits, c'est une leçon que nos ingénieurs actuels feraient bien de relire. Le duel des philosophies, 1939 contre 2026. Alors posons les chiffres côte à côte, parce que c'est là que tout devient inconfortable. La TPV de 1939, moins de 400 kg, 4 places assises, 50 kg de bagages, 60 km/h en pointe, une suspension capable d'avaler un champ labouré, réparable par un mécanicien de village avec une clé à molette et une demi-journée devant lui. La Citroën Ami de 2026, 425 kg, 2 places, un coffre symbolique de 63 litres, 45 km/h bridé, une suspension rigide qui martyrise le dos sur les routes dégradées et un système électronique que vous ne pouvez pas toucher sans risquer d'invalider la garantie. On a ajouté 25 kg, on a retiré 2 places, on a perdu 15 km/h et on appelle ça le progrès. Mais la vraie différence n'est pas dans les chiffres, elle est dans la philosophie qui a produit ces chiffres. La TPV était pensée pour durer dans un monde sans infrastructure. Pas de réseau de concessionnaires à chaque coin de rue, pas de bornes de recharge, pas de techniciens agréés dans des valises de diagnostic. Pas de techniciens agréés avec des valises de diagnostic. La voiture devait fonctionner seule, partout, tout le temps. C'est pourquoi le moteur était accessible, les pièces interchangeables, les réparations logiques. C'est pourquoi Boulanger insistait sur des outils ordinaires, parce qu'il savait que son client vivait peut-être à 40 km du garage le plus proche. L'Ami et la Twizy, eux, sont pensés pour un écosystème. Ils supposent une borne à portée, une application qui fonctionne, un réseau de services agréés pour les interventions. Sortez de cet écosystème et le véhicule devient rapidement inutilisable.
Les propriétaires actuels le savent, les forums regorgent de témoignages. Pannes électroniques à 30 000 km, coût de remplacement de batterie qui dépasse la valeur du véhicule d'occasion, sentiment d'avoir acheté un gadget plutôt qu'un outil. Un outil, c'est ce qu'était la TPV, c'est ce que sont ses descendants. Est-ce qu'on a vraiment progressé ? Ou est-ce qu'on a juste changé les contraintes ? Troquer la boue des chemins vicinaux contre la dépendance aux infrastructures numériques ? C'est une question qui mérite une réponse honnête, et cette réponse n'est pas flatteuse pour 2026. L'appel aux passionnés. Voilà le paradoxe que 3 carrosseries poussiéreuses dans un grenier de l'Eure-et-Loire nous révèlent. La plus petite voiture jamais conçue en France était aussi la plus ambitieuse. 4 places dans 400 kg, une suspension qui traverse les champs, un moteur que n'importe qui peut réparer. Boulanger n'avait pas de batterie lithium ni d'algorithme de gestion d'énergie. Il avait une exigence simple, ça doit marcher, pour tout le monde, partout. Alors je vous pose la question, et c'est ce que vous décidez dans les commentaires. Entre la TPV de 1939 et l'Ami de 2026, laquelle mérite vraiment le nom de voiture ? Si cette histoire vous a accroché, abonnez-vous au Garage Français et regardez la vidéo suivante. On continue à exhumer les oubliés de l'industrie française, et il y en a encore beaucoup à déterrer.